Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2021 de Téléactu. Un jour, une preview. On va parler des Buffalo Bills aujourd'hui avec Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut. Bonjour Victor Roulier. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui qui vous est proposée par Wilson. Si vous avez envie de tester le ballon de foot US le plus avancé du marché et le plus vendu aux États-Unis, sachez que c'est le Wilson GST. Il est partout sur les terrains NCAA et il est aussi sur decathlon.fr. Messieurs, on va parler donc des Buffalo Bills, équipe à 13 victoires et 3 défaites l'an dernier. Du côté des arrivées, Mitchell Trubisky, Matt Breida, Emmanuel Sanders, Jacob Hollister, Bobby Hart, Forrest Lamp ou Matt Hack, le punter. Grégory Rousseau a été drafté, Carlos Bacham aussi en défense. Du côté des départs, John Brown, notamment le receveur, Lee Smith, Tiny Shki, Brian Winters, Quinton Jefferson ou le cornerback Josh Norman. Victor, 2 ans de suite en playoff, finale de conférence l'an dernier, Josh Allen a confirmé, Sean McDermott a confirmé. On joue le titre. Clairement. Là, c'est le haut du panier. Comme tu dis, ce qui est quand même assez incroyable avec cette équipe, c'est que tant au niveau de Josh Allen qu'au niveau de Sean McDermott qu'au niveau de beaucoup de joueurs, la progression est constante. On prend l'équipe sur les 4 dernières années, tous les ans et même dans l'année entre la première et la deuxième partie de saison, c'est toujours un peu mieux. Et à chaque fois, on se dit « Ah oui, mais attention, parce qu'il y a ça. » Alors l'année dernière, c'était légitime, hein. On disait « Oui, mais Josh Allen, est-ce qu'il va faire une grande saison ?» Bon, le mec finit deuxième à la course de MVP. On peut toujours dire que c'est une seule saison et qu'il faut confirmer. C'est totalement vrai. Mais globalement, Josh Allen, pour moi, c'est le point fort parce qu'il est arrivé en NFL, il n'était pas NFL ready. On le savait tous. Ce n'était pas Sam Darnold, ce n'était pas Josh Rosen. Bon, Josh Rosen n'a pas réussi, mais là, je parle du Josh Rosen qui arrive à la draft. Est-ce que Sam Darnold, il a réussi? Oui, Sam Darnold, au moins, il a été titulaire. C'est vrai. Rosen, même pas. Bon, oui, ainsi, une saison, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas prêt. Et ça s'est vu au début. Et puis, la deuxième saison, on s'est dit, ah tiens, il est meilleur. Et puis, la troisième, ah tiens, il est bien meilleur. Et c'est vrai que cette progression, elle est quand même assez incroyable. Et quand je vois, même ne serait-ce que la pré-saison, le match qui vient de sortir, moi, je ne vois aucune raison de penser qu'il sera moins bon cette année. Donc là, la recette en attaque, elle va toujours être la même, hein, du Stephen Diggs, du Josh Allen, d'autres, du Cole Beasley s'il n'a pas le Covid ou autre, et des joueurs sûrs comme Dion Dawkins. Moi, globalement, cette attaque me plaît. Et puis la défense, elle est toujours aussi bonne. Hein. Je me permets d'illustrer ton propos. Josh Allen, 10 touchdowns, 12 interceptions sa première saison, 20 touchdowns, 9 interceptions la deuxième, 37 touchdowns, 10 interceptions l'an dernier. Et je crois qu'il gagne 12% en completion, voilà, en taux de passe complété, il gagne 12%. Enfin, c'est énorme. Je ne vous ai pas fait toute la liste, mais en effet, il est maintenant dans des sommets. Raphaël, c'est même plus une question, en fait, Josh Allen? Non, je crois qu'effectivement, c'est plus une question de par la progression qu'il a effectuée, en fait. C'est... Sincèrement, c'est sur la dernière décennie, on n'a pas vu de quarterback progresser autant, à mon sens. C'est, on a vu des quarterbacks qui, dès le début, on a senti dès la saison rookie, OK, ça allait être le top, et ils n'ont fait que confirmer que ça allait être le top. Je pense à un Russell Wilson qui a très vite été bon dès sa saison rookie, et tu as senti que le mec avait quelque chose de plus, et voilà, et ça s'est confirmé. Là, Josh Allen, quand tu vois sa première saison, tu dis OK, bon, je suis franchement pas sûr que ça puisse progresser. Tu vois la deuxième saison, tu fais OK, il y a du progrès, mais il y a encore pas mal de défauts. Et tu vois la troisième, tu fais ah d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai pas souvenir d'un quarterback qui a autant défié, on va dire, la règle avec des progrès aussi importants entre chacune des saisons. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi le mec viendrait à nouveau s'éclater, se prendre un mur et peut-être qu'il fera pas autant de touchdowns lancés. Il sera peut-être pas à 35, il sera à 33. Tu vois, enfin. Voilà, peut-être que ça va être ça va être une régression, si on peut dire ainsi, dans ce sens-là. Mais pour moi, il a trouvé là son rythme de croisière. Et donc, à partir de là, effectivement, je ne vois pas pourquoi ça serait moins fort. Bon, alors c'est dans les points forts, on est d'accord. Vous l'avez dit aussi, les receveurs, c'est plutôt pas mal. Stephen Diggs, Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Gabriel Davis. Va y avoir du bon jeu aérien, il y a une bonne ligne offensive. Il y a aussi quand même des qualités. Est-ce que c'est un peu d'ailleurs le signe de cette équipe, Victor, qui vont dominer les airs, d'un côté comme de l'autre? Oui. Alors oui, tout à fait, parce que clairement, en défense,
Il peut y avoir des interrogations sur certains points et on pourrait y revenir. Par contre, il n'y a pas d'interrogation chez les defensive backs. On est sur peut-être le meilleur groupe de la ligue entre le duo de safety Nika Hyde et Jordan Poyer. Déjà, ça, c'est excellent. Tredavious White, c'est aujourd'hui un top 5 cornerback. Et même Levi Wallace, je trouve que c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais il fait largement le taf en cornerback numéro 2. Moi, je trouve que c'est un cornerback numéro 2 plus qu'honorable. Alors, c'est vrai que parfois, il passe à côté et ça se voit, mais c'est comme beaucoup de cornerback numéro 2. Et globalement, je trouve qu'il fait bien le travail. Donc, oui, dans les airs, normalement, c'est blindé. Raphaël, c'est blindé dans les airs. Couverture aérienne, on ne s'inquiète pas non plus. Oui, couverture aérienne sur le backfield, zéro inquiétude. Peut-être si vraiment on veut rentrer dans le détail, on veut chipoter, et ce qui demande à être vu, c'est peut-être la capacité de leur escouade de linebacker à couvrir. Oui. Et on sait que dans la NFL moderne, ça a pu ces derniers temps faire la différence. Et on a en tête aussi, par exemple, à l'inverse, l'escouade de linebacker de Tampa Bay qui a su justement contrer des tight ends, qui a su contrer et être dominant dans la couverture aérienne. Là, est-ce que Buffalo, à l'heure actuelle, un groupe capable de se mettre à ce niveau-là? Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'ils peuvent aussi progresser. Et c'est un des axes de progression. Donc, voilà, juste sur la couverture aérienne, si on veut chipoter, c'est peut-être la capacité de leur escouade de linebacker à couvrir. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus déterminant. Il ne faut peut-être pas doser ça. Mais bon. Alors, non, moi, je te rejoins. Vas-y. Pardon, juste pour compléter ça, je te rejoins totalement sur Tremaine Edmonds, qui avait fait une bonne saison, très bonne saison 2019, qui est très jeune, hein, il est arrivé à draft très jeune. Et en 2020, il a été catastrophique en couverture. Il a été bon dans d'autres domaines, mais en couverture, toute l'année, les quarterbacks lançaient dans sa zone et ça passait. Donc, je suis d'accord avec toi. Tremaine Edmonds et Matt Milano, c'est très beau sur le papier, c'est des très beaux noms. Mais les deux ont, entre guillemets, le même axe de progression, c'est la couverture et notamment Edmonds. Alors, j'allais dire que j'aime bien cette période parce qu'on commence à arriver dans les équipes où on devrait presque commencer par les points faibles parce qu'en fait, on cherche là vraiment des points faibles et on commence à pinailler. Est-ce que, Victor, tu es d'accord si je te dis que je n'aime pas du tout leur groupe de coureurs? Oui. Bon, déjà, pas du tout. Je n'irai pas jusque-là. Parce que… Je rappelle Devin Singletary, Zach Moss, Matt Breida. C'est ça. Moi, je trouve que c'est intelligemment construit dans le sens où il y a du rapide, il y a du physique. Mais après, il y a des petites astérisques. Singletary, c'est on attend qu'il passe le cap 2. Zach Moss, c'est très utile sur certaines actions, mais il ne peut pas vraiment être un running back numéro 1. Et Matt Breida, faut qu'il soit sur ses deux jambes. Mais disons que c'est intelligemment construit, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était une faiblesse l'année dernière. Mais c'était une faiblesse à cause des coureurs et à cause de la ligne qui ne défendait pas très bien la course, qui n'aidait pas beaucoup la course non plus. Donc, je pense que oui, le jeu de course en global, et ça va impliquer les running backs et la ligne, doit être meilleur. C'est l'élément manquant pour faire de cette attaque vraiment une attaque létale. C'est une attaque qui ne peut pas donner le tempo du match, en fait, pour moi, à cause de ça. L'an dernier, sur les 3 derniers matchs, ils ont le ballon que 26 minutes 20. Il n'y a que les Giants et les Patriots qui faisaient pire. Ouais, mais oui, parce qu'ils sont obligés. Et en plus, ils ont des joueurs pour ça. Les Diggs, Diggs il est capable de faire ses réceptions de 60 yards, etc. Et c'est vrai que la défense, elle est capable d'encaisser 10, 12 jeux et de ne pas rompre. Et du coup, ça mange de l'horloge et l'attaque n'est pas sur le terrain. Mais c'est vrai, il faut qu'ils contrôlent plus ce ballon et pour ça, il leur faudra un jeu de course. Raphaël, est-ce que, pour toi, c'est un point faible ce jeu au sol et est-ce que tu vois d'autres points faibles? Oui, encore une fois, le jeu au sol, effectivement, l'escouade de coureurs peut paraître faible, surtout si tu la mets en opposition, en comparaison avec le jeu aérien. Maintenant, de là à dire que c'est l'élément peut-être manquant à cette équipe de Buffalo pour aller au bout, moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'il y a de la marge de progression. Je pense que ça peut être amené aussi de manière… Bon, je pense qu'il y a de quoi tirer un peu plus de ce groupe-là. Moi, je suis pas, c'est pas le meilleur groupe de coureurs, mais je trouve qu'il y a effectivement, comme disait Victor, il y a de la complémentarité, il y a des joueurs de qualité. Et je pense que tu peux faire mieux. Donc, je ne serais pas étonné que le groupe fasse globalement mieux que l'an prochain, cette saison, je veux dire. Voilà. Après, je sais, enfin, c'est un point faible, oui et non, mais l'an dernier, moi, j'ai quand même été malgré tout sur une bonne partie de la saison déçu du rendement de cette équipe, de la défense contre la course. J'ai trouvé que sur plusieurs matchs, il s'était bien fait prendre quand même à la course.
Et je trouvais ça un peu décevant et étonnant quand tu vois ce front seven. Je m'attendais quand même à un poil mieux. Donc pour moi, c'est pas un point faible en tant que tel, mais c'est un élément à surveiller parce qu'il faudrait pas. Pour le coup, par contre, si ton jeu au sol marche pas et qu'en plus tu te fais marcher dessus au sol, ça peut devenir un peu embêtant et long. Ça peut devenir embêtant et long. Je l'avais en Factor X parce qu'en fait, ils prenaient 4,6 yards par course l'an dernier et ils étaient 26e en NFL. Moi Et en aussi, effet, j'ai le ça peut être front seven en problématique. Factor X. Raphaël, Factor X, tu avais quelque chose de différent? Non, c'était ça. C'était essentiellement cette défense contre la course. Je rebondis sur le fait que tu aies mis le front seven en Factor X, Victor. Moi, je l'avais en Factor X pour ce côté sol et pour le côté excitant et potentiel quand même de Grégory Rousseau, Carlos Bacham et Jay Penessa, tous ces jeunes pass rushers qui arrivent. Et pour le coup, si eux, ils explosent, ça peut donner une dimension supplémentaire encore à. Le problème avec Rousseau, c'était quoi? C'était les blessures? Parce que je sais qu'il avait beaucoup de potentiel et qu'il était tombé à la draft. Sur la pré-saison, il a montré quand même des choses aussi. Le problème avec Rousseau, c'est que déjà, il n'avait qu'une seule grosse saison, parce qu'il faisait partie de ces joueurs qui avaient opt-out la dernière saison. Et il avait eu des Pro Day où il était apparu un peu en surpoids et il était passé complètement à côté. Là où Jalen Phillips, qui était dans la même équipe, lui a fait des Pro Day incroyables, ce qui a fait qu'il a été sélectionné avant lui à la draft. Et ouais, il a un peu loupé son processus draft. D'accord. Mais par contre, c'est un potentiel, si tout va bien, c'est un potentiel All-Pro. Mais il a juste loupé son processus draft. Effectivement, je peux entendre quand même que ce soit le front seven soit plus ou moins dans le Factor X parce que si tu regardes l'effectif, notamment sur la ligne défensive, si tout clique, il n'y a aucune ligne défensive dans la ligue qui a autant de profondeur. Enfin, quand tu regardes les 4 titulaires et ce qu'il y a potentiellement sur en remplaçant avec Grégory Rousseau, le rookie Bacham, plus potentiellement Epenesa, Vernon Butler, enfin, la ligne défensive, elle a 8 joueurs potentiellement. Le moins bon des 8 joueurs est juste un bon joueur, quoi, en fait. Donc, potentiellement, c'est. Oui, tu as des mecs qui sont titulaires dans d'autres équipes. Ouais, clairement. Ouais, moi, je te rejoins, Alain, c'est que ce front seven, il peut progresser contre la course, mais il peut aussi progresser en pass rush. C'est ça. Parce que là vraiment, oui, Epenesa, Rousseau qui peut être vraiment une machine à sac. Epenesa et Bacham, ça ne sera jamais des machines à sac, mais ça peut être des edge setters qui aident beaucoup. Non, globalement, il y a un gros potentiel. Et quand même, moi, le gros point, même que c'est peut-être lui, le Factor X à lui tout seul, c'est Ed Oliver, qui était quand même top 10 de draft, qui a fait une bonne saison rookie l'année dernière. C'était quand même très compliqué. Il faut qu'il passe un cap et qu'il prouve, quoi, parce qu'il avait un potentiel énorme sa sortie de l'université. Pour l'instant, il n'est clairement pas au niveau d'un top 10 de draft. Non, mais il y a du matos en tout cas. Le calendrier, ça commence avec les Steelers, ensuite les Dolphins à l'extérieur, Washington, Houston, les Chiefs à l'extérieur, les Titans à l'extérieur, repos en semaine 7, ensuite les Dolphins, les Chiefs à l'extérieur, les Jets à l'extérieur, les Colts, les Saints à l'extérieur, les Patriots, les Buccaneers à l'extérieur, les Panthers, les Patriots à l'extérieur, les Falcons et les Jets. On peut dire en plus que c'est quand même du calendrier plutôt largement abordable. Je ne voulais pas dire facile parce qu'il n'y a rien de facile en NFL, mais enfin voilà, les matchs où ils ne sont pas favoris, c'est quoi? C'est Kansas City, Tampa, et j'ai fait le tour. Ils sont vraiment, pas favoris, oui, mais pas non plus gros outsiders. Oui, en plus, non, voilà. Oui, clairement. Je dis ceux ils sont pas favoris nets. Ils ne sont pas favoris nets, ça c'est clair. Ouais. Donc ça donne combien, Victor? 14. Je sens que ça va s'enflammer. 14. 14. J'ai hésité entre 14 et 15. J'ai dit je vais être raisonnable parce qu'ils en perdront un chez les Patriots parce que Bill Belichick aura marabouté la moitié de l'équipe. Donc du coup, 14-3. 14-3. On rappelle en effet qu'il y a un match de plus, donc c'est vrai que les totaux peuvent avoir l'air très hauts, mais ça fait quand même 3 défaites. Raphaël. J'hésite entre 13 et 14. En reparlant avec vous, je suis même chaud pour aller sur 14. Mais ouais, moi j'étais à 13 aussi. Le 14 me choque pas. Ouais, on est là-dedans. Hein. Oui. Mais on est là-dedans, comme sincèrement, on peut même potentiellement aller sur 15-16. Hein, je veux dire, imaginez ces Bills-là aller battre des Chiefs qui, des fois, ont montré qu'ils étaient un peu dilettants en saison régulière et aller battre Tampa Bay qui va forcément lâcher parce que je pense qu'ils ont besoin d'en lâcher. On y reviendra. Mais tu vois, ils prendraient ces deux-là que je ne serais pas non plus, je ne tomberais pas des nues. Hein.
Ouais, non, mais oui, le 15, mais oui, le 15, 16, je sais pas, j'ai toujours du mal à aller dans les bilans très hauts. Mais, Non, mais moi, mais le j'ai 15 me choque pas non tempéré plus. parce Ouais, que dans cette division, les Dolphins, c'est piégeux, les Ouais, Patriots, c'est ça. c'est piégeux. Et ouais. je me dis, bon, Oui, ils peuvent en on- perdre un à Miami hein, sur un match un peu piégeux Ouais. avec un gros backfield de Miami. Enfin, tu peux effectivement. Non, mais ça peut arriver des 16-1, mais c'est toujours difficile à prévoir Hmm. statistiquement. c'est ça. Et puis encore une fois, on ne connaît pas vraiment l'influence de la saison allongée Ah ben, maintenant sur les bilans, sur les défaites, sur le turnover, les blessures. Mm. Cole Beasley aurait pu être le facteur X, hein, vu sa position sur le Covid. D'ici à ce qu'il contamine toute l'équipe. C'est sûr, c'est sûr. Ça aurait pu, en effet. Les Bills, donc, messieurs, c'est comme ça qu'on termine la preview de cette équipe. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les nouvelles contreparties, notamment les nouveaux sous-verts. On remercie aussi Wilson qui sponsorise cette émission avec son ballon, le GST, qui est disponible chez decathlon.fr. C'est le ballon le plus avancé technologiquement du marché. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier et tdactu.com pour le site. Merci beaucoup, messieurs. À demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.